Bonjour Christine, Bonjour. bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour participer au cycle investigatif numéro 255, le premier protocole. Moi, c'est Johanna Sima, opératrice externe et étudiante à l'Académie Kalogerogrifazi. Et ma collègue Christine est support télépathe de la méthode Kalogerogrifazi. Et elle ne connaît pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Les investigations sont composées d'un protocole en deux parties. Donc, on a la partie fixe, composée de questions fixes que je ne pourrai pas intervenir dessus. Et la partie libre, la partie exploration libre, là où je pourrais approfondir, Christine, tes réponses que tu m'aurais données dans la partie fixe avec quelques questions supplémentaires. Maintenant, tu peux t'installer. Ça va. Ça y est. Ça y est, tu peux commencer calmement à faire des respirations. Voilà, et chaque respiration va te rapprocher de ton état de relaxation profonde. Moi, je vais compter lentement de 3 à 1. Je vais t'accompagner et ton corps va se détendre. 3. En écoutant ma voix, tu te détends dans le calme et tu peux suivre ta respiration. 2. Tu es sereine, tu es calme et ta tête se vide de toutes tes pensées. Et 1. Très bien. Tu es maintenant détendu. Pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes à Ouragan Milton et à 3, tu me dis comment tu le perçois ou le visualises uniquement sur le plan métaphysique. 1, 2, 3. Je vois une grosse force tourbillonnante en fait. Mhm. Comme si c'était des mains ou un grand souffle en fait. C'est très violent. Oui. Oui, comme si c'était des mains ou je vois des choses derrière en fait. Qui attisent ça. Mhm. C'est pas vraiment naturel. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, je perçois que c'est pas vraiment naturel, que c'est un peu provoqué. Mhm. Bien. L'ouragan Milton est-il un phénomène naturel? Que comprends-tu à son sujet? Bah, justement, je comprends que au départ, ça part de quelque chose de naturel, météorologique, mais que c'est quand même provoqué dans l'accélération, en fait. Il y a une accélération de ce phénomène et une amplification de ce phénomène qui est provoqué, Mhm. qui n'est pas naturel. Mhm. Bien. Maintenant, régresse dans le temps et retrace la trajectoire de l'ouragan Milton et dis-moi tout ce que tu perçois. Je perçois qu'au départ, c'était assez petit. C'était un C'était assez petit au assez départ, petit, oui. comme un petit point.
Et comme une toupie, ça tourne sur lui-même, ça grossit, ça s'accélère, tourbillonnant. Et à un moment donné, les trajectoires maîtrise pas la trajectoire est téléguidée un petit peu. Et le grossissement aussi est pas naturel. La trajectoire non plus. C'est quelque chose qui est provoqué pour participer au climat de peur. Bien. Tu perçois autre chose? Ça attise un climat de peur et de non-contrôle aussi. Donc du coup, les gens, comme c'est subi, ils ont envie de plus en plus de contrôler leur vie, quoi. Enfin, parce que ça leur tombe dessus, ils veulent trouver des parades pour pas être surpris. Ils ont peur. Quel a été l'impact du phénomène météorologique sur la conscience collective des habitants des États-Unis? Alors, déjà, c'est sur les habitants de cet État, pas sur l'ensemble des États-Unis. Ok. Ça a touché la peur dont je parlais là, ça a touché l'État, en fait, les gens qui sont proches de ce phénomène météorologique et qui peuvent être touchés par ces phénomènes météorologiques en fait régulièrement. Ils ont de plus en plus peur. Par contre, je ne sens pas un impact sur la conscience globale des États-Unis en fait. Je ne sens pas que les globalités de la population se sentent concernées par ce qui se passe dans ces États. Un détachement. Ok. Observe maintenant les répercussions sur la conscience collective mondiale. Alors par contre, le détachement que je ressentais sur les autres États des États-Unis, je ne le ressens pas sur le niveau mondial. Il y a une conscience collective qui est impactée mondialement par ce qui se passe. C'est comme si c'était deux vitesses. Une partie des États des États-Unis qui deviennent un peu aveugles et détachés de ça, sauf ceux qui sont concernés, les États qui sont concernés par ce phénomène. Eux, ils sont vraiment détachés du truc et c'est comme s'ils ne savaient pas de... Ils se sentaient à l'abri, donc pas concernés. Il y a une espèce d'individualisme très marqué par rapport à ça. Et le reste de la population mondiale qui, elle est touchée, impactée, et il y a une grande partie qui est inquiète par rapport à ces phénomènes météorologiques qui s'amplifient. Ça se met au même niveau que les incendies, grands incendies. Ok. Autre chose? Non. Bien. Compare l'ouragan Katrina, l'ouragan Hélène et l'ouragan Milton. Quelles sont les informations les plus importantes que tu perçois de ces phénomènes météorologiques? C'est un peu toujours pareil, c'est pas naturel, c'est-à-dire que ça part d'une origine naturelle, mais la direction et l'ampleur et la férocité de ces phénomènes, elle n'est pas naturelle. Par contre, ça part effectivement d'une origine météorologique naturelle. C'est toujours la même chose en fait, et ça, j'ai l'impression que ça s'amplifie. Qu'on attise, c'est comme si on attisait parce que ça fonctionne, cette peur.
Bien. Fais un saut dans le futur et dis-moi quel phénomène de caractère catastrophique tu perçois comme se produisant aux États-Unis et quelle est la cause de leur formation. Je vois les deux phénomènes qui vont perdurer. Ces ouragans là, vraiment très très forts, et les Mhm. feux. Les feux très importants aussi. Et la cause, c'est comme s'il y avait deux fronts, enfin pas deux fronts, mais euh, deux niveaux enfin c'est pas des niveaux, mais deux types de population. Ceux qui ont peur de ça, et ça va les conforter dans le maintien de la peur et dans des états extrêmes de survivalisme et de choses comme ça. Ça attise tout ça. Mhm. Oui. Et de l'autre côté, tu as ceux qui sont comme vraiment de plus en plus détachés de ce qui se passe en fait, euh, comme si ça ne les concernait pas en fait, et qui continuent à faire comme si de rien n'était, avec de plus en plus d'excès en fait. Mhm. Excès, d'excès de consommation, d'excès dans les comportements aussi violents. Ça attise un climat vraiment d'insécurité, oui, dans ce pays, très fort. Bien. On a terminé la partie fixe, Christine, donc on va continuer sur l'exploration libre et reste avec ces deux types de populations. Je suis curieuse de savoir un petit peu au niveau métaphysique. Donc prends les deux types. D'un côté, on a ceux qui ont peur et d'un côté, on a ceux qui font comme si de rien n'était, est-ce qu'on peut dire qu'ils s'en foutent de ce qui se passe? Ouais, tout à fait. Ok. Ok. Dans quelles énergies baignent ceux qui ont peur? Là, je vois une espèce de grosse toile d'araignée qui les maintient dans cette énergie-là, très noire et très glauque. Ouais. Mhm. Et ceux qui sont détachés, on va dire, dans quelle Alors, donc, énergie? les premiers, c'est très, très, très primaire aussi, très, très basique comme peur, en fait. C'est la peur globale de de tout animal, en fait. Manger, avoir un toit sur la tête, être à l'abri et pas être blessé, Mhm. et protéger sa famille. Et de l'autre côté, je sens plutôt, en fait, c'est comme s'il y avait des humanoïdes, euh, ce côté un peu extraterrestre qui est très Qui fait quoi? technologique, qui, qui, euh, qui gère qui maintient cette population-là. C'est très froid et très technologique, en fait. Ceux qui sont détachés. Ouais. Oui, c'est technologique. Ils maintiennent la population, mais dans quel sens? Pourquoi ils ont besoin de la technologie? Parce que ça les maintient aussi dans une espèce de course euh, de toujours plus. Toujours plus loin, toujours plus fort. C'est ça que j'entends. Donc, c'est une énergie où on s'active en permanence
sur des besoins individuels, sur des projets, sur du business, ça crée de la tension, ça crée du stress, Division. de la division entre les gens aussi, puisque les intérêts sont pas communs. Et toujours plus en fait. Mais chacun dans son objectif individuel. Mhm. Ok, bien, j'étais curieuse. Euh, ok. À la première question, tu m'as dit qu'il y a quelque chose derrière qui attise tout ça. Bon, à part le fait que ces phénomènes ont une origine naturelle, mais l'ampleur n'est pas naturelle. Tu m'as dit qu'il y a quelque chose derrière. Allons voir. Tu as vu Ouais, les mains, tu sais, la oui, force qui tourbille les mains. en fait, ouais, c'est comme si je voyais des espèces de. Alors, c'est pas des dragons, c'est comme des êtres. Ils ont une tête de faucon et ils ont un corps de guerrier, en fait. Et c'est très primaire, en fait. Et ça, c'est vraiment très, très primaire. Et ça attise la force de ces ouragans. C'est comme si c'était les guerres tribales ou les guerres du Moyen Âge en Europe, en fait, les guerres de tribus. C'est les mêmes qui étaient derrière ça, en fait. Mhm. On revient à des instincts vraiment très, très primaires et très, oui, c'est très tribal. Les entités avec des têtes de faucon, est-ce que ce sont des falconiens? Oui, c'est ça. T'en perçois combien? Qui sont derrière Milton, juste parlons Milton. Bah, j'en perçois un principal et puis derrière, une dizaine, en fait. Observe comment ils font pour augmenter le tourbillon, pour accélérer, pour amplifier le phénomène. Comment ils font? En fait, c'est comme si diriger le phénomène naturel là où ça va l'amplifier, en fait. Là où les conditions vont être telles que ça va l'amplifier et le rendre de plus en plus gros. C'est un peu comme un espèce de balle qui est poussée à tel ou tel endroit pour que ça amplifie le phénomène. D'accord. Mais on va lui parler au falconien principal. Mhm. Comment il s'appelle? Saror. Saror. D'accord. Alors, demande à Saror, est-ce qu'il travaille seul? Non, il a derrière les autres là qui sont avec lui. Oui, de la même race. Mais Oui. est-ce que c'est la même race qui est impliquée dans ce type de phénomène? Ou est-ce qu'il collabore avec d'autres races? Il collabore avec, je vois des humanoïdes en fait, des êtres très grands et blancs. Mhm. Demande à Saror pourquoi il fait ça? Quel est le but d'amplifier ces phénomènes naturels? Ils font ça pour amplifier la peur. C'est ce qu'il mange? Oui. D'accord. Pourquoi
C'est Alors, tout. Oui, dis-moi. c'est les humanoïdes qui mangent l'énergie de la peur, mais eux, les Falconiens, ils se nourrissent de ce chaos, en fait, de tout ce qui du pillage, de tout ça, là, tout ce que ça génère comme retour à des états primaires des personnes, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils en tirent de là, en fait? Ah, ils s'en Comment ils font nourrissent, en pour... fait, de ça, tout ce chaos. D'accord. Les Falconiens, ils attirent le chaos parce qu'ils s'en nourrissent, comme dans les guerres avant, en fait, Oui, oui, c'est oui. très, très primaire comme énergie. Et par contre, derrière, c'est la peur globale qui reste, parce que les Falconiens, c'est juste directement associé au phénomène et à juste l'après-phénomène, puis après, c'est fini. Alors que la peur, elle reste, elle est là. Mhm. C'est la tension liée à ça, elle reste. Est-ce que ce sont les Falconiens et est-ce que c'est même lui, Saror, qui a été derrière l'ouragan Hélène, Katrina? C'était pas lui personnellement, mais c'était les mêmes phénomènes, c'était les mêmes choses, D'accord. Bien. même association. Demande à Saror pourquoi cet ouragan se passe en Floride. Parce qu'ils ont déjà été touchés par ça. Parce que c'est un terrain fertile pour ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà été touchés par les premiers ouragans il y a très longtemps qui étaient naturels. Donc le terrain est là. C'est comme les tremblements de terre, ils sont là aussi sur sur la partie primaire de toutes ces catastrophes, c'est qu'au départ, il y a un phénomène naturel qui existe. Et à un moment donné, ils viennent pour attiser le truc et en retirer quelque chose. Donc les Florides, parce que c'est naturellement une terre à ouragan. Mhm. Ok. Ok. Est-ce qu'il en a prévu d'autres? Lui, non, mais il y en aura d'autres, bien sûr. Ok. Bien. Merci Christine. Tu peux te déconnecter de Saror. J'ai compris la situation. Qu'est-ce qui te vient par rapport au nom de l'ouragan? Milton. Milton. Quelles informations tu perçois? 1000, le nombre, et tonnes. Euh, Il y a 1000 tonnes qui Ok. leur tombent sur la tête, en fait. Mhm. Ok. Après, le nom, il n'a pas vraiment d'importance parce que c'est pas ça qui fait le phénomène, en fait. Mm. Et là, il est évocateur, en fait. Il était Évocateur. évocateur. D'accord. Intéressant. Alors, j'ai lu quelques articles et par exemple pour l'ouragan Hélène, il n'y a pas eu de prévention aussi grande. Il est arrivé et juste ça a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Pour l'ouragan Milton, l'annonce a été très grande avec des évacuations, mais les dégâts n'étaient pas aussi grands que dans le passé. Pourquoi? Parce que les gens se sont préparés. Ils ont appris.
à se préparer. C'est la force de l'être humain, en fait. Mhm. Comment C'est ils se sont préparés? Ils ont mis à l'abri, ils se sont mis à l'abri, ils y ont cru aux alertes. Ils se sont mis à l'abri. Mhm. Bien. En France, il y a eu aussi une tempête, Kirk, je crois, dans le nord de la France. Est-ce que ça a un lien avec Milton? Oui, c'est des bribes, en fait, Newton. C'est comme si la balle, quand ils l'ont envoyée, enfin, ils l'ont fait grossir, et cetera, pour envoyer à certains endroits pour la faire grossir. C'est comme s'il y avait des petites, particules ou parcelles qui sont parties de l'autre côté et qui sont arrivées sur la France. Mais là, je vois pas d'accélération, en fait. Je vois rien derrière, en fait. C'est Oui, juste un ok. dommage Oui, oui, collatéral. oui. Oui, oui. Bien. Est-ce que l'ouragan Milton, parce qu'on parlait des gouvernements et de la zone affectée, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les élections américaines? Ça me vient, non. Non, parce que c'est déjà. En fait, c'est comme si les deux camps, là, dont on parlait, là, c'était les deux types de population, c'était les deux camps des élections, en fait. Qui est qui? Tu sais, les fauconiens avec la partie des populations qui ont peur parce que c'est très tribal, là, ce côté, Oui, et l'autre partie qui s'en fout, qui est un peu détaché de ça, là, qui est. C'est un peu comme si c'était les deux les deux camps. partis. Mm. Donc, les Falconiens sont démocrates et les autres sont républicains? Ceux qui sont détachés ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse. Ceux qui sont détachés, c'est les démocrates. Ceux qui sont falconiens, c'est les républicains. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer plus, un petit peu plus ce que tu perçois? Quel est le rapport en fait? Alors, je sens que c'est pas un rapport direct, mais que c'est comme un lien, quoi, un rattachement. Euh, Observe ce rattachement. Observe ce lien. Allons en profondeur. je vois, ouais, ça tisse en fait comme des liens. Euh, c'est comme si chacun des candidats allait. C'est des cordes sur lesquelles ils vont aller. C'est comme un instrument en fait. Ces cordes, elles vont dans la population, dans chacun des types des populations. Et ça les active en fait, ça les fait vibrer. Mhm. C'est quel type de corde? Fais-moi C'est des comprendre. vibrations en fait. Des C'est vibrations. dans leur discours, ils vibrent la même chose en fait. Voilà, ils vibrent la même chose. C'est ça. D'accord. Et quel effet ça a sur les populations? Ça les divise. D'un côté, il y a ceux qui vibrent peur avec Trump et qui est très primaire et très, très tribal. Mhm. Et de l'autre côté, tu as le détachement un peu froid et technologique qui est plutôt avec Kamala Harris. Ça vibre la même chose.
avec le business, avec le stress, la tension liée à la business, enfin, business à cette réussite individuelle. Mhm. Les zones touchées par l'ouragan Milton, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, tu me diras tout ce que tu perçois par rapport à cette information, étaient plutôt des zones républicaines. Oui, ben oui, forcément. Donc, Elles font partie c'est la partie folkonien et Trump. Oui. i- donc ça a attaqué les personnes qui voulaient voter pour Oui, mais lui. parce que ça les maintient en peur, oui, bien sûr. Ça maintient un climat de peur qui le présente comme un sauveur, en fait. Il attise ça. La peur, le D'accord. complot. Et moi, je suis là, je vais déjouer tout ça, vous inquiétez pas. Enfin, voilà, ça attise tout Mhm. ça. Et en parallèle, Kamala Harris et Biden, qu'est-ce qu'ils font pour... c'est quoi leur discours ou qu'est-ce que tu perçois par rapport à eux quand il y a ça qui se passe dans leur pays, quoi? Bah, eux, ils sont plus sur des choses plus subtiles, en fait, plus sur la réussite, sur la personne, quoi, la valorisation des. L'individualisation, la division. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Tu perçois autre chose par rapport à ça? Non. Non? Bon. Une autre question que j'ai par rapport à la zone, en fait, où ça a touché. En rapport avec l'ouragan Milton, si je te dis Disneyland, dis-moi tout ce que tu perçois par rapport à ça. Je vois rien du tout. Mhm. Ok. Va à Disneyland à Orlando et regarde d'un point de vue ésotérique, juste d'un point de vue métaphysique, et dis-moi qu'est-ce que tu perçois là-bas, si tu perçois quelque chose. Euh, je perçois quelque chose, mais je ne vois pas le rapport avec l'ouragan, en fait. Dis-moi. Je perçois comme comme un creuset, en fait. C'est comme un chaudron, en fait. Qu'est-ce que c'est? Les gens s'amusent, crient, rigolent. Enfin, ils ont de l'adrénaline. Je vois un creuset d'énergie, en fait. Ok. Ok, Je vois ok. plus des désincarnés qui sont là. Donc, tu es au présent, maintenant, en regardant dans un plan métaphysique Disneyland à Orlando, et il y a des énergies qui s'amusent, il y a des gens qui s'amusent, tu vois de l'adrénaline. Mm. Est-ce que il a été touché par l'ouragan? Est-ce que tu perçois qu'il a été touché ou un changement avant-après l'ouragan?
Non, mais je perçois des désincarnés, en fait. Il y en a moins que les gens, ou plus, ou autant? Plus que les gens. Ils sont autour, enfin, ils sont ensemble, en fait. Les désincarnés, ils sont ensemble? Ils sont avec les gens, quoi. Ça, les gens ne le voient pas, mais Oui. Et qu'est-ce qu'ils font, ces désincarnés? c'est un bon lieu pour eux, quoi. C'est un bon lieu pour eux? C'est ce que tu as dit? Oui, Pourquoi? parce qu'ils peuvent se coller, enfin, peuvent ratisser des choses, en fait, ratisser des gens. Hein. Mhm. Se coller, se mettre sur eux. D'accord. Bon. Pourquoi... Déconnecte-toi de là-bas, Christine, c'est bon. Quand on parlait de la conscience collective, j'ai bien compris qu'aux États-Unis, donc il y avait ces deux camps, hein, ces deux types de population. Mais il y a aussi la conscience collective mondiale qui est impactée. Pourquoi? Par l'ampleur des phénomènes, ça fait peur à tout le monde. Mhm. Et qui se nourrit de ça? C'est un grand système qui se nourrit de ces peurs-là. Ça en fait partie, c'est des peurs qui sont... Ouais, je vois comme une espèce de grosse toile, comme une grosse... c'est immense en fait, c'est comme un gros quadrillage et tout ça, ça remonte en fait. C'est utilisé par plein d'entités de choses autour de la Terre. Mhm. Ça vibre certaines choses, ça fait vibrer, voilà. Voilà, c'est comme si il y avait des cercles qui représentent des vibrations, en fait, des niveaux de vibration plus ou Oui, moins élevés. Et bah, plus on attise la peur, ça va attiser ce cercle-là de cette vibration de peur, et il y a plein de choses qui s'en nourrissent globalement. d'accord. Et les personnes qui ne donnent pas d'énergie à ça, comment tu les perçois? J'en vois pas beaucoup. D'accord. Elles sont détachées de pas mal de choses en fait. Et- mais globalement, c'est comme si elles avaient compris des choses en fait, ces personnes-là. Elles avaient une connaissance différente. Et énergétiquement, en comparant ces personnes aux personnes qui vivent dans la peur, ou bien ceux qui sont détachés et qui s'en foutent, qui font
comme si de rien n'était. Énergétiquement, si on compare, Alors, c'est pas du tout la même chose. Ceux qui sont qui sont pas touchés par ça, ils vibrent beaucoup plus haut. C'est pas du tout la même vibration. par l'ouragan, ceux qui ne sont pas touchés par le phénomène, là, par le Milton, c'est ça? Ah, non, tu m'as dit deux choses là. Tu m'as parlé de deux personnes. Les personnes qui ne sont pas touchées par le Milton et puis ceux qui, globalement, ne sont pas touchés par la peur des catastrophes climatiques, etc. Oui, Moi, j'ai entendu deux choses. c'est ça. Donc, je vais répéter. En rapport avec ces catastrophes climatiques, on a donc les personnes qui ont peur, d'accord? On a les personnes des États-Unis qu'on a vues qui sont détachées, individuelles, et on vient de voir les personnes qui n'ont pas peur et qui vivent normalement, entre guillemets. Donc, les personnes qui n'ont pas peur et qui vivent normalement ont une vibration différente des personnes aux États-Unis qui ne sont pas touchées parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'elles sont Oui, très dans leur intérêt personnel. Celles qui n'ont pas peur, globalement, c'est parce que quelque part, elles sont passées au-delà de ça et elles ont une connaissance, une vibration. Elles ne vibrent pas dans la peur. Elles ne vibrent pas dans tout ça, dans ces émotions. Elles sont passées au-delà de l'émotion, en fait. Donc, elles mhm, sont pas affectées par ça. Il n'y en a pas beaucoup. Et celles qui sont des États-Unis, la deuxième type de population qui n'est pas affectée parce qu'elles sont très individualistes, intéressées que par leurs propres intérêts personnels, elles sont dans une vibration qui n'est pas la peur, mais qui est à la même niveau. C'est une vibration de stress, en fait, de réussite, ouais, une vibration oui. de stress matériel, en fait, de possession matérielle, en fait, de réussite matérielle, Mhm, je si on vois. voulait résumer. Mais ça vibre aussi bas que la peur. Ils sont dans le même niveau de vibration qui nourrit plein de choses autour de la Terre, en fait. Je vois. C'est comme si c'est comme si on a une Terre avec un niveau de vibration qui, qui vibre la peur, qui vibre l'intérêt personnel, la réussite personnelle, des choses, la tristesse, plein de choses un peu basses en fait. Et il y a des cercles de vibration, de résonance de vibration. La Terre est au centre avec ces vibrations basses là. Donc c'est une espèce de chaudron qui active tout ça là avec Oui. ces phénomènes météorologiques. Il y a plein de choses qui se nourrissent de ça, de ces vibrations basses. Mais sur cette terre-là, il y a aussi des personnes qui ont comme une espèce de conscience interne, une lucidité intérieure, une essence qui les fait vibrer au-delà de ça, sur d'autres cercles qui s'expansent en fait, qui sont de vibrations de plus en plus hautes, de plus en plus fluides et de plus en plus claires. Oui. Et donc ces personnes-là, il n'y en a pas tant que ça. Ça explique différents niveaux de conscience des personnes en fait, de leur conscience interne, de ce qu'elles sont vraiment, de leur essence en fait. Et Exactement. et il y en a qui sont à des niveaux tels que ce qui se passe dans ce chaudron-là, ça ne les affecte plus, elles ne sont plus là. Elles sont déjà en conscience et leur leur essence interne, elle est ailleurs en fait, déjà en train de travailler, enfin, elle a déjà dépassé ça quelque part. Mhm. Elle n'est pas affectée par ça. Est-ce qu'il y a des pièges entre ces cercles, entre les différents niveaux de cercles, comme tu as dit? Non, il y a un piège quand on est là-dedans, là.
quand on D'accord. est dans Ok. le chaudron et qu'on n'est pas à la même fréquence que le chaudron. Là, il y a des pièges où tu risques. Il faut quelque part les personnes qui ne sont pas dans ces fréquences-là. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il faut qu'elles restent, qu'elles ne se fassent pas attraper par ce chaudron-là de Combien de fréquence. pourcents tu vois de personnes qui ne sont plus dans le chaudron? Quel chiffre tu reçois? 10%. 10. D'accord. Par contre, après, ce que j'ai l'impression de percevoir, c'est quand tu passes de l'autre côté, c'est fou, tu es attiré par le. Tu vas dans le cercle que tu as de la fréquence, de ta fréquence interne, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais Et qu'est-ce que ça fait en fait pour quelqu'un qui est sorti du chaudron? quand il meurt, Non, 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 mais on quand parle il de est, conscience, oui, quand il est vivant et puis vivant, oui, eh avec ben, son intuition, sa propre conscience individuelle quand il sort de là. il vit il regarde ça, il survit, il vit. Et parfois il survit, mais il vit en fait. Et il vit sans être affecté par. Il vit dans la confiance, en fait, c'est pas de la naïveté, hein, c'est de la conscience que c'est qu'un c'est qu'un chaos. C'est pas forcément la réalité. Il vit et il essaye de rester dans cet état. C'est pour ça que je disais il survit, c'est que chaque jour, il a la volonté et la ténacité de ne pas tomber là. Voilà, il faut qu'il ait la volonté et la ténacité de ne pas tomber dans le chaudron, de se Oui. maintenir dans cet état. Mais c'est facile en fait pour lui. Pour la majorité des 10%, là, c'est facile. Mhm. Comment ils ont fait pour ne plus se laisser tirer? Comment ils font en fait? Observe un petit peu. Comment ils ont fait, c'est leur histoire qui a fait qu'ils s'en sont arrivés là. Leur histoire d'âme. Ce que je perçois, c'est qu'il y a la conscience, cette essence de vibration, il y a l'âme avec des mémoires en fait. La partie subliminale? Ouais, mais elle est faite de deux choses pour moi, la partie subliminale. Cette vibration, ton essence en fait, sa fréquence, Mhm. et la mémoire qui est l'âme en fait, la mémoire de réincarnation. Et donc ces personnes-là, les 10%, ils n'ont pas eu la mémoire supprimée comme la plupart des gens, Et ils l'ont comme retrouvée tout le en monde. fait, et ils l'ont réglée en fait, cette mémoire. Ils l'ont Comment ils dépassée. l'ont retrouvée? C'est leur histoire personnelle en fait, c'est tout ce qu'ils ont fait sur eux comme un diamant pour travailler ça, quoi. Enfin, Et c'est arrivé. justement, quelle procédure ils ont fait? Ils ont eu des flashs, des prises de conscience, D'accord. ils ont dépassé, ils ont eu des difficultés, ils ont essayé de chercher en eux à quoi ça correspondait. Ils ont eu des personnes qui les ont aidés à comprendre, qui les ont accompagnés, puis ils ont fermé des portes de vie, de ces mémoires d'âme, de ces vies réincarnées. Ils ont fermé des processus, de plus en plus de processus, pour être de plus en plus libérés de tout ça. Et ils ont retrouvé la mémoire de toutes ces vies, de ces expériences, en fait. Ils ont compris ça. D'accord. Et ils ont été aidés aussi par eux-mêmes ou accompagnés par des personnes qui ont des façons, des outils, des façons de faire différentes des outils classiques, pour arriver à justement retrouver cette mémoire-là et en sortir en fait, plus être Mhm. prisonnier de ça.
Bien. Et ça augmente la fréquence. Oui, j'ai compris. Christine, est-ce que tu as vu ou perçu d'autres choses par rapport à l'ouragan Milton? Est-ce que tu veux transmettre quelque chose? Juste que j'ai la sensation que ça va continuer, il va falloir s'y habituer, s'en détacher. Enfin, quelque part, il n'y a aucune raison. Ça va continuer. Il va falloir se, se détacher, pas s'endurcir, mais se détacher de. Voilà, ça fait partie du processus, quoi. Ça va continuer. Ça a toujours fait partie du processus. Faut arrêter d'avoir peur de la. Enfin, c'est facile à dire quand on n'est pas touché, mais même quand on est touché, malheureusement, ça fait partie de la vie ici, quoi. D'être touché par ça. Et l'idée, c'est de pas sombrer. L'idée, c'est d'essayer de faire partie des 10%. C'est de commencer à travailler sur soi pour faire partie des 10%. Parce qu'il n'y aura personne à l'extérieur de nous qui va venir sauver d'un claquement de doigts la terre de tout ça. Il n'y aura pas de sauveur. Bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras totalement dans le présent de où on parle. 1. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous et tu reviens totalement dans ton corps. 2. Ton espace est propre. Toi, tu es propre. Élève tes fréquences à tes niveaux maximaux. Tu te sens bien. Ton corps devient de plus en plus léger, de plus en plus fort. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux quand tu es prête. Coucou. Coucou, Ça va? ça va, ça va. Bien. Merci beaucoup, Christine. Merci à toi pour Et ce merci. voyage. Merci. Merci à tous d'avoir regardé, d'avoir écouté. On se retrouve bientôt. On vous souhaite une excellente soirée. Au Au revoir. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento
per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.